Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors, qu'est devenu le papa pendant ce temps-là? Pour Hugo, la guerre a repris, c'est le temps où Napoléon conquiert l'Europe, a commencé par l'Italie, alors il a envoyé son frère Joseph pour le faire roi. Le major Hugo est à Naples parce que Joseph, depuis Lunéville, a gardé un très bon souvenir d'Hugo. Il l'a donc appelé auprès de lui. Et voilà qu'Hugo devient colonel, puis gouverneur, il a un palais et Sophie à Paris l'apprend. Sophie, qui coule d'ailleurs à Paris, le parfait amour avec Lahorie. Mais il s'est passé quelque chose de très grave. Lahorie a participé à une conspiration contre Bonaparte, celle de Moreau, Pichegru et Cadoudal. Il y a eu des arrestations, Lahorie a réussi à s'enfuir et pour le moment c'est un hors-la-loi. Il arrive de temps en temps, la nuit, rue de Clichy. Et là aussi ce sera un des souvenirs de Hugo d'ailleurs, ce jeune garçon qui voit surgir la nuit cette personne puis repartir quelques heures plus tard. Bon, il sait que c'est son parrain, mais c'est tout. Le filet se resserre et Sophie pense à l'avenir de ses enfants. Voyons. Et les informations qu'elle reçoit de Naples la laissent rêveuse. On n'imagine pas à cette époque que l'énorme édifice napoléonien ne va durer que 10 ans encore. Et un beau jour, sans avertir son mari, elle va mettre ses 3 enfants dans une voiture et hop, elle part pour Naples. Et là, les souvenirs du poète sont très précis, il va les raconter. Il va se souvenir du passage des Alpes, de Rome, de la basilique Saint-Pierre. Et les voilà à Naples. Mais pour Hugo, c'est terminé, ça fait plus de 3 ans qu'elle ne répond pas à ses lettres. Et il y a Catherine Thomas en plus avec lui. Et quand il apprend par une lettre, voilà, après-demain on sera là, il entre dans une fureur immense, mettons-nous à sa place. Alors c'est l'horreur. Imaginez que ses enfants vivent dans l'espoir de retrouver papa. Ils savent qu'il est colonel. Victor, qui avait 2 ans quand sa mère l'a enlevé, n'a pas de souvenir, mais les 2 autres. Alors on rêve. Quand on lit les souvenirs de Hugo, on y voit des retrouvailles merveilleuses. On vit dans le palais, qui prend alors des proportions immenses. Les enfants jouent dans les ruines romaines et le colonel Hugo les serre contre son cœur. C'est beau, c'est magique. Mais c'est pas vrai. Au contraire, il les a vus 3 jours, et au bout de 3 jours, il dit à sa femme « Allez-vous-en, j'en peux plus, je ne peux plus vous voir, emmenez-les » Et ça, c'est une chose que Victor Hugo n'oubliera jamais. Parce que pour un enfant, c'est quand même l'horreur à l'état pur. Alors il ne l'oubliera jamais, mais il voudra que personne ne sache. Mais vous savez, les historiens sont comme ils sont, et quand ils veulent savoir, ils savent. Enfin, la plupart du temps. Et on repart pour la France, c'est l'échec. Horrible. Et là, rentrée à Paris, Madame Hugo ne veut pas rentrer rue de Clichy. Elle avait d'ailleurs en plus rendu l'appartement et elle pense aux études de ses fils, surtout Abel, et elle voudrait s'installer dans le quartier des écoles. Comme elle aime en plus les jardins, elle cherche une maison avec un jardin et elle en trouve une, rue Saint-Jacques, impasse des Feuillantines. Il y avait un couvent à cet endroit-là, sécularisé par la Révolution, et l'homme qui a acheté les restes de ce couvent les loue en appartement. Eh bien, Madame Hugo loue un rez-de-chaussée sur le jardin du couvent. Et l'émerveillement des enfants Hugo quand ils découvrent ce jardin, parce qu'il est à l'abandon, on court, il y a des arbres, on attache des balançoires, etc. Ce jardin que l'on retrouve dans d'admirables vers, que l'on ne se lasse pas de lire et relire. Alors Victor grandit aux Feuillantines en compagnie de son frère Eugène. Abel n'est pas là, puisqu'il est interne dans un lycée, il vient le dimanche, et les 3 frères se retrouvent dans la jungle du jardin. Il y avait avec eux en plus une petite fille qui venait jouer de temps en temps. Madame Hugo a des amis, les Fouché. Monsieur Fouché travaille au ministère de la guerre, pas le Fouché de Napoléon, hein. Pas le ministre. Et les Fouché viennent en visite avec leurs enfants, le garçon qui s'appelle Victor aussi, et leur fille Adèle qui a 1 an de moins que Victor Hugo. Elle va partager les jeux sur la balançoire, on la pousse très haut pour qu'elle crie, on lui bande les yeux, on la promène à travers le jardin, etc. Adèle Fouché sera Adèle Hugo un jour. Et on a vu arriver dans ce jardin des Feuillantines un personnage qui a beaucoup surpris Victor. Il y avait une chapelle au fond du jardin, rappelez-vous, c'était un couvent. Et cette chapelle, à l'abandon, on l'a meublée, on l'a nettoyée. On y a installé un lit, une table de toilette, une armoire, des chaises, et un homme est venu y habiter. Vous me voyez venir, vous aurez compris que c'était bien sûr Lahorie. Un Lahorie fatigué de toujours chercher des cachettes nouvelles pour échapper à la police de Napoléon est venu se réfugier chez la femme qu'il aimait. D'abord pour se mettre à l'abri, puis évidemment pour être avec elle. On retrouve un passage semblable dans Les Misérables, le couvent abritant Jean Valjean. Il va donc être pour les fils Hugo comme un second père, eux qui ne connaissaient pas le leur. Et c'est lui qui fait travailler Eugène et Victor, qui corrige leurs devoirs. Ils adorent Lahorie. Et c'est Lahorie qui dit un jour à Victor « Victor, souviens-toi, il y a une idée, un mot qui prime tout, et c'est liberté. » Et ça, Victor Hugo ne l'oubliera jamais. Et un jour, Fouché, qui n'est plus au pouvoir, est remplacé par Savary, qui est un ancien ami de Lahorie. Il sait que Lahorie se cache dans Paris, lui fait passer des propositions, mais qu'il vienne me voir, j'arrangerai tout. Et Lahorie a confiance et va voir Savary.
Savary le reçoit avec une accolade, comme tu as eu raison de venir me voir, je vais t'aider, donne-moi ton adresse, je vais te faire passer des passeports, tu vas partir pour l'Amérique quelque temps et tout ira bien. Alors il donne son adresse, le lendemain matin, bien évidemment, les gendarmes viennent l'arrêter, le voilà en prison, Sophie, Victor, tout le monde est désespéré, et Léopold Hugo, alors où est-il ? Eh bien, il a suivi Joseph, qui n'est plus roi de Naples, il a été remplacé par Murat. Chez Napoléon, vous savez, les rois, on les change comme les préfets. Eh bien, Joseph est devenu roi d'Espagne, ce qui est une promotion. Et Joseph a appelé Léopold auprès de lui. Et voilà que Léopold est maintenant général. Et voilà que Léopold est comte, parce que Joseph l'a fait comte. Et voilà que Léopold est gouverneur d'une région. Il est devenu un des personnages les plus importants dans la cour impériale d'Espagne. Et Sophie l'apprend, encore une fois. Et elle a le même réflexe que pour l'Italie. Une fois, visiblement, ne lui a pas suffi. Elle se dit « mes fils ». Le roi Joseph l'a d'ailleurs dit « mais qu'on m'envoie, les fils Hugo, je leur ferai un grand destin ». Et elle refait exactement la même chose, ce qui est incroyable. Elle remonte dans une voiture, met ses fils dedans sans prévenir, et les voilà partis. Parce qu'Hugo, lui, il faut savoir quand même que Hugo est fidèle. Il est fidèle à Catherine Thomas, qu'il présente comme la comtesse Hugo, entre parenthèses. Et il n'a pas du tout envie de revoir sa femme. C'est rayé, c'est fini, il la hait. Et la voilà à Madrid. Et les souvenirs de Hugo, là, sont étonnants, splendides, terrifiants, parce qu'il traverse l'Espagne des guérillas, parce que l'Espagne n'a pas du tout accepté ce roi français. Et le convoi est armé jusqu'aux dents. Un officier qui voyagerait seul serait immédiatement arrêté par les guérilleros, pendu, brûlé, vif, d'ailleurs. Et c'est pareil de l'autre côté, faut pas croire. Et là, même déception terrible. Papa général, mon père ce héros ou sourire si doux, c'est. Or, à peine sont-ils à Madrid que, comme à Naples, c'est l'horreur. La fureur du général Hugo, quand il apprend l'arrivée de sa femme, il dépose immédiatement une demande en divorce. Il fait enlever ses fils, les fait enfermer dans le collège des nobles, interdit à la mère de les voir, et c'est ainsi que Victor va vivre de longs mois au milieu d'Espagnols qui les traitent en intrus. Et imaginez un peu la même chose, le fils d'un général allemand à Paris entre 40 et 44 dans un lycée. Mais Hugo, là, va apprendre l'espagnol, il va aimer la civilisation espagnole. Et il faudra nous souvenir que l'Espagne est sans cesse présente dans son œuvre, Hernani, Ruy Blas, Torquemada et puis tous ses poèmes. Et quand il tiendra son journal intime, quand il voudra cacher des passages à son entourage, il utilisera un code qu'il croira secret, ce sera en espagnol. 1 an. Ça va durer 1 an. Au bout d'1 an, Madame Hugo, qui a imploré le roi Joseph, obtient enfin gain de cause, on lui rend ses fils, mais elle doit quitter l'Espagne. Elle part avec Eugène et Victor, Abel va rester avec son père à la cour. Les revoilà en France et comme le dit Talleyrand, c'est le début de la fin pour l'Empire et là, tout va changer pour Victor Hugo. Napoléon est perdu dans les neiges de Russie et c'est alors qu'un étrange complot va se nouer à Paris. L'auteur est un général prisonnier d'État, le général Mallet, et son second est un autre général, prisonnier d'État également, le général Lahorie. Et l'intrigue dans laquelle ils vont se lancer est incroyable, vous la connaissez certainement, et a failli réussir, ce qui est encore plus incroyable. Mallet sort de la clinique dans laquelle il est enfermé et il va clamer partout « L'empereur est mort sous les murs de Moscou » et toutes les autorités parisiennes le croient. Mallet prend le pouvoir, il nomme Lahorie ministre de la police, c'est même lui qui va aller arrêter Savary, évidemment, ça ne dure qu'une nuit. Ils sont tous arrêtés le lendemain, on les juge, Sophie est là, elle voit son amant en péril de mort et ils sont fusillés dans la plaine de Grenelle dans l'après-midi, vous voyez, à cette époque-là on ne traîne pas. Elle n'a plus rien que ses enfants et sa haine qu'elle va diriger contre Napoléon, celui qui a tué son amant. Alors quand Louis XVIII revient, elle crie « Vive le roi !» Et c'est là qu'a commencé son royalisme, pas du tout sous la Révolution. Et le petit Victor qui a maintenant à 12 ans, qui voit sa mère crier « Vive le roi !» Eh bien qu'est-ce qu'il fait ? Il crie « Vive le roi !» Et toute l'adolescence, toute la jeunesse du poète va suivre en droite file de cette opinion choisie à 12 ans. Et voilà que le père est revenu. Et voilà qu'il demande à voir celle qui est toujours sa femme. Il n'a pas obtenu en fait le divorce. Elle ouvre la porte, le voit sur le palier, veut refermer, il en empêche, la bouscule. Une scène horrible, il lui crache au visage, les voisins s'en mêlent, les séparent. Bref, une horreur absolue, épouvantable, ils ne se reverront jamais plus. Il mettra Victor et Eugène dans une pension, la pension Cordier, dont il veut que ce soit une sorte de prison en fait. Alors ils vont faire de bonnes études et c'est là, dans cette pension, peut-être pour s'échapper, parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir, encore une fois, pour fuir la tristesse de chaque jour, et bien qu'un jour, le petit Victor Hugo, imaginez ce gamin, se met à écrire des vers sur sa table. On connaît ces 2 premiers vers, ils sont très antérieurs, il n'avait pas 10 ans. Le grand Napoléon se bat comme un lion. Maintenant, les vers qu'il écrit sont très intéressants, émouvants. Dans la pension, il y a un jeune répétiteur qui les lit et qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est ? J'ai un élève qui a 14 ans et qui écrit déjà des vers d'une assez remarquable perfection. » Et quand l'Académie française propose un concours de poésie, eh bien il va encourager Victor Hugo à participer à ce concours. Il écrit une ode sur le thème imposé, le bonheur que procure l'étude.
Mais comment faire pour remettre à l'Académie le poème puisqu'il n'a pas le droit de sortir? Eh bien, c'est le répétiteur Biscarat qui trouve une idée. Comme chaque semaine, il emmène la classe faire une promenade, eh bien cette promenade va passer par l'Institut. Victor dépose son poème accompagné de Biscarat pendant que les autres élèves doivent dessiner le fronton. Il s'échappe quelques instants. Et quelques temps plus tard, Victor apprendra qu'il a été remarqué par l'Académie. Il n'a pas eu le prix en fait parce qu'il a eu le tort, il l'apprendra plus tard, d'avoir écrit qu'il était âgé de 3 lustres. En langage classique, un lustre c'est 5 ans et les académiciens, quand ils ont vu que ce garçon déclarait avoir 15 ans, ont dit non mais enfin pour qui nous prend-il, il s'est trompé, on va pas être dupe, etc. Alors il a eu une mention mais il n'a pas eu le prix à cause de ça. Mais le sachant, il a envoyé son extrait de naissance, son état civil, et c'est le secrétaire perpétuel, M. Renoir, qui maintenant a sa rue à Paris, qui l'a reçu en personne pour s'excuser. Alors, imaginez un peu le bruit dans la pension, cet enfant de 15 ans. Il a eu une autorisation exceptionnelle de sortie, et le voilà lancé. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.